Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier l'ami de Souillac de nous accueillir ce soir. Remercier Mme Goyetch, trésorière. Vous dire simplement l'ordre du jour de ce conseil a été réduit. Alors, je l'ai fait volontairement, je n'ai pas retenu la proposition intégrale qui m'a été faite par les services de Comactor. Je l'ai réduit parce que j'ai entendu dans les déplacements au niveau des bassins de vie, dans les comités de cohésion, j'ai entendu les élus qui demandent à juste titre que les conseils communautaires puissent durer moins longtemps. C'est possible. Donc, je vous informe, pour éviter que les communautaires trop longtemps, il n'y a que deux solutions. Soit on réduit les ordres du jour, mais on multiplie les conseils un peu plus, et on aura peut-être un peu plus, c'est la solution que je préconise. Soit on trouve une solution pour essayer de faire voter en bloc une partie des délibérations sans débat, avec un débat dans le bureau, bien sûr, mais sans débat, de manière à gagner du temps. Et c'est évidemment pas la solution qui est préconisée parce que après le travail des services de Comactor, il s'avère que cette solution ne serait pas juridiquement solide et ne permettrait pas donc, de garantir la validité des délibérations. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de se retrouver donc il y aura peut-être supplémentaires pour demain, par exemple, dans 3 semaines. Faisons en sorte que les conseils durent 2 heures, pas plus, mais retrouvons-nous plus souvent de manière à délayer ces ordres du jour avec des points, vous savez, qui sont impératifs, des délibérations qu'on est obligé de prendre. Et donc, voilà ce qui est prévu. Alors aujourd'hui, j'ai eu d'autant plus la facilité de diminuer cet ordre du jour que nous avons au programme les affaires financières, et notamment le débat d'orientation budgétaire. Donc, il me paraissait important qu'on s'accorde aussi du temps pour ça et qu'on puisse voilà, vous le présenter d'une manière assez calme, on va dire, en ayant le temps du débat et de la discussion. Donc, c'est un conseil qui est essentiellement axé sur nos affaires financières et qui permettra ces échanges. Je voudrais souhaiter la bienvenue à 2 intervenants qui étaient programmés. Donc, 2 interventions qui sont maintenues. D'abord, M. Michel Janin, directeur des relations avec les collectivités locales du Tarn-et-Garonne et du Lot pour Orange, qui va, donc à votre demande, pour certains, répondre à vos questions et nous faire une présentation. Et puis, M. David Barthes, également chargé de mission milieu naturel, biodiversité à la direction départementale des territoires du Lot, qui va, avec Francis Hérol, nous présenter l'un des sujets qui est prévu ce soir au Conseil. Je voudrais, pour démarrer, vous présenter donc les excuses de Christian Delrieux, qui est absent pour raison médicale, de Dominique Malaverne, qui est absent pour motif professionnel, et d'André Roussy, qui est absent parce qu'il a un conseil municipal. J'ai également des pouvoirs. Pouvoir de Christian Delrieux à Thierry Chartrou, de Daniel Gamba à Monique Martignac, de Didier Saint-Maxent à Geoffrey Cross, d'Ernest Maury à Jean-Luc Laborie, de Roland Puech à Michel Sylvestre, David Fény à Françoise Chabert, de Christian Laroffi à Roger Larive, de Sophie Bouin à Alain Mouzière, de Jean-Pascal Tesser à Frédéric Herlizy, de Catherine Descargues à Patrick Perrani, de Nathalie Verne à Dominique Bizat, d'André Roussy à Christophe Provençat, de Dominique Malaverne à Bernard Leméoté, et de François Nadeau à Éric Lasson. Alors, l'ordre du jour appelle la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose, comme il est d'usage, que ce soit le maire de Souillac qui se charge du secrétariat de séance, si on est d'accord. C'est le cas, je le remercie. Et je soumets au vote qui est pour. Je vous remercie. L'approbation des comptes rendus du Conseil communautaire du 1er décembre 2020 et du Conseil communautaire du 7 décembre 2020 que vous avez reçus. Y a-t-il des remarques sur ces comptes rendus? Pas de remarques, donc je le soumets au vote.
Une remarque, pardon, excusez-moi. Vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire quelques mots sur le contrat local de santé que nous avons approuvé lors de notre dernier conseil. Voilà, donc nous avons bien fait, nous aurons ainsi l'opportunité d'agir pour une meilleure organisation sanitaire et une meilleure accessibilité aux soins sur notre communauté de communes. Mais depuis ce vote, j'ai été alerté par une étude engagée par l'Association des maires ruraux de France portant sur l'espérance de vie sur nos territoires hyper ruraux. 0,9 mois donc d'espérance de vie en moins pour une femme et 2,2 ans d'espérance de vie en moins pour un homme vivant sur notre territoire par rapport à un couple habitant à Toulouse. La principale raison, la dégradation de l'offre et des accès aux soins. Là où il y a moins de médecins, moins de personnes à consulter et moins de personnes sont hospitalisées. 20% selon l'étude. Donc, c'est tout dire de l'importance de ce partenariat à venir avec l'Agence régionale de santé. Donc, je pense qu'il conviendra d'être prudent. En effet, depuis bien longtemps, les politiques de santé et donc les ARS ont été les principaux responsables de cette dégradation sanitaire. En restructurant l'hôpital de Saint-Cyré, en fermant les services de chirurgie, sa maternité, en étant inactif au pallier au remplacement des médecins généralistes et spécialistes. Et cette politique court toujours avec les menaces qui pèsent sur le service d'oncologie à Figeac, sur le service de rééducation cardiologique à Montfaucon et sur les menaces récurrentes de fermeture des urgences Saint-Cyré. Alors, je ne veux pas prêter de mauvaises intentions a priori à la démarche de l'ARS, mais le passif est là. Et je dis à ceux d'entre nous qui travailleront sur ce projet qu'il faudra être vigilants, intransigeants même s'il le faut, et que la mise en place de réunions d'information du public ou le développement de la télémédecine ne seront pas suffisants, que nous avons besoin de médecins généralistes et spécialistes en chair et en os pour nous diagnostiquer à temps et nous accompagner ensuite, avec des prises en charge de transport réétudiées pour les plus fragiles. La tâche est donc importante, à nous d'être force de proposition. Nous avons déjà bien œuvré avec les créations des maisons de santé et à l'Agence régionale de santé d'engager aussi des actions fortes et éviter ainsi des crans de fumée qui masqueraient la triste réalité. Voilà, Monsieur le Président, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous et avec mes chers collègues sur ce contrat local de santé. Merci. Deux secondes pour aller dans son sens. Nous avons des MSP, voilà, nous avons des MSP, nous sommes d'accord. Certains ont demandé à être agrandis et je ne veux pas jeter la pierre à Covador en deux. Il serait peut-être temps d'y penser parce qu'on a des demandes dans certaines MSP et on ne peut pas les recevoir, sauf leur mettre une tente sur le parking. Écoutez, je vous remercie donc pour ces échanges. Je vous propose qu'ils soient notés donc dans les questions diverses, peut-être en fin de conseil, pour le prochain compte rendu. Et nous reparlerons évidemment des questions de santé. Mais je partage en tout cas, j'ai vu moi aussi dans la dépêche de midi, l'inégalité en termes d'espérance de vie entre les territoires urbains et la campagne qui paraît inquiétante. Je vous propose donc d'approuver les PV des conseils des 1er et 7 décembre 2020. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, je vais donner la parole à M. Michel Janin, donc de la société Orange, directeur des relations avec les collectivités locales Lot et Tarn-et-Garonne. Je rappelle que M. Janin était notre interlocuteur depuis le début, depuis déjà plusieurs années. Il était venu présenter le dispositif Signal Réseau à l'époque. Donc, il y a peut-être un certain nombre de nouveaux élus qui ne connaissent pas ce dispositif. On a surtout beaucoup de questions à vous poser. Certainement, n'en prenez pas ombrage, mais des mécontentements à vous faire remonter de la part des élus et de la population. Et on va essayer dans un délai quand même relativement court, parce qu'on n'a pas tout le temps du conseil à dédier à cette question, on va essayer d'obtenir des réponses.
Parole. Merci. Est-ce que vous m'autorisez à enlever mon masque? Ce sera plus simple. Déjà. Voilà. Je vais essayer de me mettre debout pour que tout le monde me voit. Donc, je suis Michel Jamin, donc je suis l'interlocuteur Orange pour le département, pour l'ensemble des élus de ce département, sur tous les sujets. Je tiens à le dire parce que quelquefois, on ne sait pas si c'est vous ou pas vous. Donc, que ce soit sur les sujets, pardon, sur les sujets commerciaux, sur les sujets mobiles, fibres, cuivre ou autres, toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, je suis votre interlocuteur. Et je le fais avec plaisir depuis maintenant 9 ans. Et je suis très heureux d'être là ce soir parmi vous. Je sais qu'il y a des questions et certainement des énervements que vous aurez à me remonter. J'en suis parfaitement conscient, mais je suis là effectivement d'abord pour les entendre, puis pour répondre à vos questions et aux questions que vous saurez me poser. Donc, je voulais vous faire une petite présentation. Alors, je connais un certain nombre d'élus qui étaient déjà présents à la précédente mandature. Je salue les nouveaux délégués communautaires de Caux-Val d'Or. Et je vous souhaite à tous, parce que l'année commence et que le mois de janvier n'est pas terminé, malgré les circonstances, je vous souhaite à tous une très belle année 2021. Alors, ceci dit, pardon. Oui, ça devrait tenir. Voilà. Donc, je vous ai fait une courte présentation. On passera très rapidement sur les sujets. Voilà. Sachez que ce document, je vais le peaufiner. Je l'ai fait un peu rapidement. Je vais le peaufiner. Je vous le transmettrai. Donc, il sera disponible pour l'ensemble des élus, hein, pour l'ensemble des communes. Donc, hop. Il ne faut pas bouger la souris. Ok. Donc, Orange en Occitanie. Donc, on travaille c'est quand même 6108 salariés actifs. Hein, c'est 24 600 emplois qui sont induits. Et c'est aussi des recrutements en propre. Je parle là d'Orange. Je ne parle pas des recrutements qui sont opérés par nos sous-traitants ou par nos partenaires. Donc, c'est 117 recrutements externes et 352 alternants. On vient de recruter encore un nouveau à Cahors, un nouveau chargé d'affaires. Et on a toujours plaisir à recruter des jeunes dans notre entreprise. Alors, je voulais faire un petit tour sur les réseaux mobiles. Alors, je parle un peu de la région Midi-Pyrénées. On est resté, nous, très axés sur... on a gardé cette proximité-là d'Occitanie en mettant d'un côté l'Anguille-Roussillon, de l'autre côté Midi-Pyrénées. On est organisé comme ça. Et donc, sur ce territoire, Orange couvre 97% de la population avec ses réseaux. On a 935 communes qui sont couvertes en 4G. Et depuis la fin de l'année dernière, maintenant, Orange, toutes les antennes Orange sont équipées de 4G. À noter que tous les sites zones blanches doivent passer en 4G d'ici fin 2022. Alors initialement, c'était prévu en 2020, mais comme tout le monde, la crise Covid nous a un petit peu ralenti dans nos investissements, et donc ça va être fait, on va dire, très, très prochainement. Alors, la téléphonie mobile est intéressante, et à ce titre, je pense que quand on a des débits insuffisants, ça arrive quand même pas mal encore dans le Lot, même si ça va se résorber progressivement. Savoir qu'on peut faire de l'Internet avec des réseaux mobiles. Donc, on a un dispositif qui s'appelle 4G Home et qui permet de le faire. Donc, on le propose à nos clients, souvent qui ont une couverture mobile suffisante et dont le débit est inférieur à 5 mégabits, de manière à leur donner un confort d'utilisation, surtout dans une période où on a beaucoup de personnes en télétravail, de jeunes qui sont aussi en télééducation. Donc, ça permet d'élever le débit, de donner du confort de navigation. Alors, vous savez qu'il y a un programme qui a été mis en place, qui s'appelle le programme HOPE, le programme New Deal mobile. Donc, c'est un système qui vise à supprimer ce qu'on appelle les zones grises mobiles, les zones blanches, parce qu'il en subsiste encore. Et la différence avec l'ancien programme zone blanche que vous avez peut-être connu, c'est qu'à l'époque, un programme zone blanche, l'antenne était cofinancée par la collectivité et les opérateurs. Aujourd'hui, ce programme-là est intégralement financé par les opérateurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent public dans ces déploiements
qui entre dans le cadre du New Deal mobile. La seule, la seule demande qu'on fait auprès des collectivités, c'est de nous trouver des terrains qui soient bien situés pour pouvoir installer nos antennes. Voilà, donc c'est un programme qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez le consulter. Pour ceux qui ont des problèmes de couverture, il faut s'inscrire effectivement auprès des instances de l'État. Tous les documents vous sont donnés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais sachez que si vous avez des problèmes de couverture et que vous estimez que vous n'avez qu'un opérateur, que ça couvre trop mal, vous pouvez vous adresser soit à l'autre numérique qui peut prendre votre demande, soit aller vous inscrire directement sur l'adresse qui est indiquée sur le document que je vous transmettrai. Donc, je ne pouvais pas parler de mobile sans parler de la 5G. C'est un sujet qui est d'actualité. Donc, je voulais juste, pour en parler très clairement, il n'est encore pas mis en service d'antenne 5G dans le département du Lot, mais ça viendra. Et tout le monde se pose la question, à quoi bon faire un réseau 5G, parce que de toute façon, on n'a pas fatalement d'utilité, la 4G n'est pas déployée partout. Bon, avec tout aussi ce qu'on entend, la cohorte de questionnements qui peuvent se poser justement sur ces questions-là. Bon, il faut savoir juste que la 5G, pour l'instant, celle qu'on ouvre un instant, on a ouvert à Toulouse, c'est pour répondre à des demandes croissantes de débit. Donc, il y a un besoin de débit mobile qui est toujours en constante augmentation et on a besoin de répondre à ce besoin-là. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va restreindre l'accès au débit, l'accès à la data de l'ensemble de nos clients ou de faire payer, comment dire, de réduire, on va dire, nos transactions. Je vois mal maintenant n'importe quel opérateur dire on va vous donner moins de débit et moins de data pour aller regarder des vidéos sur YouTube. Voilà, donc ça serait mal vécu. Donc c'est une augmentation qui est constante, c'est un fait de société, mais pas pour regarder la télé, pour plein d'usages aujourd'hui, y compris des usages industriels. Et donc la 5G qu'on va mettre en place progressivement, elle va servir à ça. Elle a des avantages par ailleurs, c'est-à-dire que au-delà d'avoir un débit suffisant, beaucoup plus performant, elle est beaucoup plus économe en énergie. C'est-à-dire qu'on consomme beaucoup moins d'énergie en allumant une antenne 5G que par la 4G et encore moins avec la 1G. Donc on a divisé nos besoins en énergie de façon très drastique au fur et à mesure que les évolutions technologiques arrivent. Voilà, vous pouvez me poser des questions par la suite sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Voilà, la promesse, vous aurez. Alors, la petite illustration que vous avez sur la droite, là, antenne 5G. Vous voyez l'antenne 4G, quand elle est allumée, elle diffuse constamment dans son environnement. L'antenne est constamment allumée. Avec la technologie 5G, on allume l'antenne entre l'utilisateur qu'au moment où il en a besoin. C'est-à-dire que c'est là que réside l'essentiel de l'économie d'énergie. C'est-à-dire que l'antenne va s'allumer qu'à la demande. Elle va s'éteindre dès qu'on n'en a plus besoin. Voilà, donc ça vous donne. Je n'arrive pas à le relire ici, mais ça vous donne un petit peu les économies d'énergie qu'on fait entre la 1G, par exemple, et la 5G. Vous voyez que c'est très, très important. Alors, la fibre optique sur le département, c'est aussi un sujet quand même assez important. Alors, la fibre optique, il y a deux chantiers de fibre optique qui sont bien distincts. Je pense que vous en êtes tous conscients. Donc, il y a une zone où Orange déploie sur ses fonds propres. C'est nous qui déployons et c'est nous qui payons l'intégralité du déploiement. Donc, c'est le Grand Cahors sur son périmètre 2011. Puis après, il y a tout le reste du département qui a fait l'objet d'un marché public qu'on a remporté. Et c'est une filiale d'Orange qui est en train de déployer. Alors, la réglementation fait que sur cette partie du déploiement, moi, je me positionne, directeur d'Orange, comme un fournisseur d'accès d'Internet, pas comme opérateur de réseau. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas ni la maîtrise d'eux, ni la maîtrise d'ouvrage, en tant que directeur Orange.
de ces déploiements. La maîtrise d'œuvre appartient à notre numérique et la maîtrise d'ouvrage à la filiale d'Orange qui a été mise en place spécifiquement, qui s'appelle Alliance Haut Débit. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de droit de regard ni de visibilité sur la manière dont c'est déployé et sur les priorités, par exemple, de déploiement ou sur les technologies qui vont être utilisées pour procéder au déploiement. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient à travers votre syndicat de l'autre numérique. Vous avez certainement des délégués ici, j'en connais un moins, de toute façon. Et puis, voilà. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui vous appartient totalement. Et moi, je m'exprime ici en tant qu'utilisateur du réseau qui est déployé par le département du Lot. Hein. C'est-à-dire que les prises, quand on raccorde nos clients sur le réseau de l'Alliance CHD, on achète ces prises-là pour nos clients. Donc, on est client, on va dire, du département quand on construit nos clients sur ce nouveau réseau fibre. Donc, il est en cours de déploiement. Je crois qu'on a 121 communes qui sont ouvertes sur le département hors agglomération de Cahors, hein, 100 ans. Et malgré la crise Covid, qui nous a quand même, le premier confinement, hein, c'est-à-dire qui nous a quand même beaucoup impacté, parce qu'on n'avait pas l'autorisation de travailler pendant toute cette période-là, on a réussi à tenir, on va dire, un rythme de déploiement qui est quand même assez conséquent. L'autre problématique que je rencontre, et certains d'entre vous m'en font part, c'est-à-dire que j'ai reçu des appels, je reçois des mails, c'est sur le raccordement de leurs administrés au réseau fibre. Et là, effectivement, le raccordement au réseau fibre appartient à Orange Fournisseur d'Accès. C'est-à-dire que nous, quand on raccorde nos clients, c'est nous qui sommes responsables de ce raccordement. Et donc, on vous doit des comptes sur ces questions-là. Donc, on est en train de regarder. Alors on essuie les plâtres, hein, parce que de raccorder autant de clients en même sur des périodes aussi réduites, on va dire, hein, on n'était pas fatalement prêts. C'est-à-dire que nos sous-traitants, nos partenaires n'étaient pas fatalement prêts. Donc il y a eu quelques errements au départ. C'est toujours ça, toujours un petit peu la problématique qui se passe au début. On est en train de corriger la barre, ramener un peu la barre à un niveau normal, c'est-à-dire qu'on travaille nous, sur ce qu'on appelle des taux d'échec de raccordement. C'est-à-dire que sur 100 raccordements, on va mesurer le nombre de clients qui nous ont demandé un accès fibre et auquel on n'a pas pu répondre. C'est un échec de raccordement. On va analyser aussi ces échecs de raccordement et regarder quelle est la cause, pourquoi ça n'a pas été fait. Donc il y a plusieurs causes qui sont vraiment diverses, c'est pour ça que c'est complexe à traiter. Il y a effectivement, le réseau ne fonctionne pas à l'endroit où vous avez donné, donc notre technicien ne peut pas finaliser l'installation. Il y a ce qu'on appelle la cause client, c'est-à-dire soit un rendez-vous qui n'est pas respecté, c'est-à-dire que notre client n'est pas là quand on lui avait donné le rendez-vous, ou soit il y a des travaux effectués par notre client pour installer la fibre. Un fourreau qui est bouché qui va entre le domaine public et sa maison, et donc les travaux lui incombent. Voilà, donc il y a diverses situations qu'on analyse. Et là, on s'est fixé des objectifs, et on a fixé des objectifs à nos sous-traitants en termes de taux d'échec de production, de manière à les minimiser. Ça commence à porter ses fruits. On a ramené des renforts aussi dans le lot, c'est-à-dire qu'on a ramené des équipes. C'était Scopelec qui procédait quasiment exclusivement, ou des sous-traitants Scopelec qui procédaient quasiment exclusivement au raccordement de ces lignes. Maintenant, on a fait intervenir d'autres sous-traitants, enfin un autre sous-traitant, qui vient en renfort et qui améliore, parce qu'il y a une meilleure expérience, qui améliore un petit peu ce fameux taux d'échec de production. Alors, quand vous avez ce type de problème, je suis l'interlocuteur, pour l'instant. On va essayer de regarder comment on peut vous donner un autre interlocuteur, parce que ça fait beaucoup de problèmes à résoudre. On est en train de regarder ça. On va regarder ça aussi avec l'autre numérique, de manière à fournir un interlocuteur spécifiquement sur cette question-là, parce qu'elle est complexe. Et qu'on aimerait bien quand même s'attacher à vous donner des réponses qui soient vraiment adaptées. Voilà, sur la fibre optique, on y reviendra. Alors, dans les causes d'échec, il y a aussi des rendez-vous qui ne sont pas respectés, même par nos sous-traitants. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que souvent, on donne des rendez-vous et qu'ils posent des lapins à nos clients. Ça nous pose aussi des soucis. Ah,
bon. Hop. Donc, je vous passe ces des chiffres, hein, donc ce n'est pas très intéressant, mais vous les aurez au moins en mémoire. Je ne vais pas trop vous les commenter. Une carte avec les déploiements, est-ce que ça représente en termes de déploiement? C'est quand même assez considérable. Là, on est en train de créer, en 10 ans, on va dire, on va créer un réseau neuf de très grande qualité pour les 50 années qui viennent, au moins. Et c'est quand même une prouesse industrielle que d'arriver à réaliser ça. Donc, je vous laisse regarder ces documents et je pourrai y répondre si vous le souhaitez. Alors, je viens maintenant aux interlocuteurs dédiés, parce que je sais que c'est une question aussi qui revient souvent. C'est-à-dire que je suis interpellé quelquefois par le préfet ou par le département ou voilà, par d'autres acteurs, par des maires ou par des élus qui ne savent pas à qui s'adresser quand ils rencontrent un problème relatif au télécom. Donc, d'abord, la première chose, c'est qu'on adresse 2 fois par an à toutes les mairies du département une fiche contact. Donc, dans cette fiche contact, il y a bien évidemment le directeur des relations collectivités locales, moi-même, il y a les coordonnées du délégué régional, qui est mon chef, on va dire, mon patron, qui s'occupe de toute la région des Pyrénées. Et derrière, on a un certain nombre de numéros qu'il est important de connaître. Un nouveau qui est apparu assez récemment, qui s'appelle Repère Travaux. Effectivement, il y a quelquefois des demandes qui sont faites pour changer un poteau de place, pour des travaux chez les particuliers. Voilà, j'ai besoin de réparer un fourreau, voilà, où j'ai des difficultés. On a un site qu'on a dédié maintenant qui s'appelle Repère Travaux, qui est accessible à la fois pour les particuliers, pour les collectivités ou pour les entreprises, et qui vous permet de faire toutes les demandes de travaux en ligne. Ça marche quand même très très bien. Vous avez, et là aussi c'est important, on a mis en place un correspondant réseau collectivité locale. Ça fait longtemps qu'il est présent. Et ce correspondant réseau collectivité locale, comme son nom l'indique, s'occupe spécifiquement, par exemple, quand vous avez des chantiers d'enfouissement, d'enterrage de lignes ou autre, voilà, c'est la personne qu'il faut adresser. Et l'ensemble des autres contacts à avoir est l'intérêt. Je ne fais pas l'article complet. Et je vais juste aller sur un autre sujet qui s'appelle Signal Réseau, que je vous avais présenté effectivement il y a quelques années maintenant, qui est vraiment destiné aux collectivités locales. Alors il est intéressant ce site et je vous engage vraiment à l'utiliser. C'est le premier outil à utiliser parce que tous les signalements qui nous viennent par ce biais sont traités en priorité 1 par notre service après-vente. C'est-à-dire que quand on a un signalement qui vient d'une collectivité, il vient en priorité 1 par rapport à toutes les sollicitations qu'on pourrait avoir. Donc, on prend au sérieux la déclaration qui va nous être faite par la collectivité. C'est un outil qui est disponible n'importe quand, c'est-à-dire y compris le dimanche quand il y a des coups de vent, ou le vendredi soir quand il y a des coups de vent, on peut l'utiliser. Ça nous permet d'être beaucoup plus réactifs sur le traitement des signalisations, même si sur le lot, ça a été poussif et on est en train de corriger la situation. Mais en gros, ça nous permet de savoir d'avoir plus de précision, quel est le numéro du poteau, sur la localisation, sur les moyens engagés. Donc, ça nous permet d'intervenir plus vite et plus rapidement et du premier coup pour établir les pannes. Vous avez aussi, par ce biais, la confirmation que le signalement que vous avez fait est pris en compte. Vous recevez soit un SMS, soit un mail en fonction du choix que vous avez fait, et ça vous dit, ben voilà, votre signalisation numéro temps a été prise en compte avec une date de rétablissement prévue à telle date. Voilà, vous avez au moins cette information-là. Vous avez l'information sur l'état d'avancement jusqu'au rétablissement, et ça permet aussi de prendre en compte les situations dangereuses. J'ai eu des appels vendredi, mais je n'étais pas là, j'étais en congé. Et donc, il y a des appels qui sont arrivés parce qu'il y a eu un coup de vent. Et effectivement, il y a eu quelques poteaux qui penchaient sur la route ou qui sont tombés. Il faut savoir que le premier réflexe, c'est d'aller sur Signal Réseau, sur l'application Signal Réseau. C'est très simple, se connecter. Il faut avoir un compte, un mot de passe, comme n'importe quel compte Internet. Vous êtes déclaré comme collectivité locale et vous pourrez le faire. Et c'est vraiment la première chose à faire. J'insiste aussi sur une chose que je n'avais pas dite à ma première intervention. Même si vous avez un câble coupé, des poteaux cassés, dites à vos administrés qui sont en panne de se signaler au SAV de leur opérateur.
Parce qu'on ne sait pas fatalement qui sont en panne. On sait qu'un poteau est par terre, qu'un câble est cassé, mais on ne sait pas fatalement quels clients derrière sont coupés. Donc, on a besoin de cette information-là. Il faut absolument qu'il se signale auprès du SAV de leur opérateur qui n'est pas fatalement Orange. Donc, on prenne tout ça en compte. Donc, ça va nous aider à gérer un petit peu ces situations. Voilà. Et autrement, on envoie tous les mois ce qu'on appelle paroledélu.com. Donc, c'est sur un site internet aussi. Vous avez un petit peu toute l'actualité et toutes les informations que vous pourriez retrouver qui concernent les collectivités locales. Moi, je vous engage aussi à les regarder parce qu'il y a plein d'informations intéressantes, à la fois sur les services, voilà, sur la connaissance des déploiements du réseau et autres. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais essayer de faire vite, mais c'est jamais facile dans ce domaine-là. Et je voulais juste laisser de la place à toutes vos questions, vos remarques que vous n'allez pas manquer de me faire. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Genin. On y va pour les questions. Jean-François. Oui, merci. Alors, merci, M. Genin, pour cette belle présentation. Je ne sais pas si je me ferai le porte-parole d'un certain nombre de collègues, mais j'espère que je vais être relayé. Je vais essayer de garder mon calme parce que je vous avoue que c'est un peu compliqué d'entendre ce que vous expliquez là et de vivre au quotidien ce que nous vivons. D'abord, tout ce que vous nous expliquez, je m'excuse de vous le dire, mais ça ne marche pas, monsieur. Le 3900, si vous l'appelez, hein, vous restez une demi-heure en ligne, vous n'avez aucune réponse. On a envoyé, je vais vous raconter juste rapidement pour ne pas trop mobiliser la parole, mais enfin, sur la commune de Calès, il y a eu 4 poteaux d'arrachés par un camion au mois d'octobre, monsieur. On a envoyé des emails, on a téléphoné, on a envoyé une lettre recommandée au service, à la direction de la clientèle d'Orange. Aujourd'hui, monsieur, on n'a aucune réponse. Vous nous méprisez, je m'excuse de vous le dire, vous nous méprisez. Est-ce que vous avez circulé dans la région pour regarder dans quel état est le réseau? Nous avons honte, monsieur, pour vous, une société comme Orange, telle que vous venez de nous la présenter, nous avons honte d'être, je dirais, dénaturés par l'état de votre réseau sur notre territoire. Je ne sais pas si ça s'appelle une réponse, c'est plutôt... Elle manque plus que ça, que vous soyez là physiquement et que vous ne répondiez pas à la question que je vous pose. Comment ça se fait qu'il y a des poteaux qui sont cassés depuis le mois d'octobre, monsieur? Alors, je prendrai effectivement, vous me direz, est-ce que ça a été signalé sur Signal Réseau? Je en vérifierai et je vais faire le nécessaire. En tout cas, moi, j'ai pas eu d'informations de votre part venant de votre commune sur ces poteaux, sur ces cases de poteaux. Et ce que je viens d'expliquer là, effectivement, c'est qu'il y a un interlocuteur à aller chercher quand il y a un problème sur le réseau. C'est d'abord Signal Réseau et deuxièmement, c'est moi. Voilà. Donc, ce que je vous demande de faire maintenant, c'est effectivement de suivre ce processus parce que c'est celui qui répondra le plus rapidement. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'élus qui pourront témoigner ici que quand ils utilisent Signal Réseau, ça arrive effectivement, et ça je l'admets fortement, que les délais ne soient pas tenus. Ils viennent, non, mais ils m'appellent, ils ne se gênent pas, ils m'envoient un petit SMS ou ils m'appellent sur mon mobile et je fais en général le nécessaire pour que ce soit traité. Voilà. Donc, il n'y a aucun, n'y voyez pas de mépris là-dedans, c'est que juste se dire qu'il y a autant de poteaux dans le département du Lot qu'il y a de Lotois, à peu près. Il y a 10 000 km de réseau. On est sur un réseau cuivre. Il y a des problématiques qui sont liées quand même aussi à l'élagage, qui participent on va dire, à l'état du réseau, hein, à la dégradation de l'état du réseau, à savoir que cet élagage incombe aux riverains des terrains, c'est-à-dire que sur nos communes et le long des rues, soit effectivement on est sur le domaine public, et en général les collectivités procèdent à l'élagage, mais sur le reste du paysage et quand on est dans le domaine privé, il y a très peu de riverains qui respectent les règles d'élagage et qui procèdent à l'élagage. On avait, comme Enedis, hein, à une certaine époque, le droit d'élaguer pour le compte d'eux, c'est-à-dire que c'était des mesures préventives. On a perdu ce droit-là lorsque France Télécom a été mis en concurrence avec d'autres opérateurs. Et aujourd'hui, l'élagage incombe, comme dans le droit privé, soit à la collectivité locale, soit au pouvoir de police du maire. Et de toute façon, on doit être à la charge des riverains. Donc là aussi, c'est vrai, c'est quand même
un secteur sur lequel j'aimerais bien attirer votre attention, c'est que ces problématiques d'élagage engendrent beaucoup de problèmes. Voilà. Sur la question des poteaux, et c'est très bien que vous me le disiez, mais après je le prends pas mal, hein, je le comprends et je l'entends, parce que effectivement je me promène beaucoup dans le département du Lot. Je vais beaucoup voir de mer, j'étais encore tout à l'heure en Glare-Juliac, voilà, donc j'y vais quand même très régulièrement. Et en plus, je suis un ancien technicien, donc je sais très bien comment a été construit notre réseau et dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de déployer un réseau de fibre optique, de déployer en même temps, j'ai bien en même temps, de maintenir un réseau cuivre, de l'améliorer, parce que le réseau cuivre, sur son aspect visuel, peut-être qu'il se dégrade, mais sur son aspect technologique, on n'arrête pas de le faire évoluer. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avec une ligne cuivre, on était dans l'incapacité de faire de l'Internet. Aujourd'hui, avec une ligne cuivre, en fonction évidemment de l'endroit et les sites, on est capable de l'amener du très haut débit. Donc, c'est des réseaux sur lesquels on fait des investissements qui sont conséquents. Sur la question des poteaux, donc cette solution-là, je vous demande de la privilégier, utiliser le signal réseau. Appelez-moi parce que je suis votre interlocuteur et je vous promets qu'on sera en mesure de régler un certain nombre de situations comme je le fais actuellement. La situation du Lot, on la connaît. Alors, c'est ici, mais ce n'est pas que sur le secteur Val d'Or, hein. C'est une règle à peu près générale dans le Lot. On a des partenaires qui sont plutôt défaillants. Voilà, je le dis comme ça. On les a secoués quelques fois, on leur a demandé d'intervenir, de réagir, hein, de travailler plus sérieusement, de mettre des moyens. Ils nous ont fait des promesses jusqu'à la fin de l'année dernière. On a vu que ces promesses-là n'étaient pas tenues. Vous savez que c'est des contrats de sous-traitance qu'on a avec ces partenaires. Et là, fin d'année dernière, on a pris la décision avec le directeur de l'unité d'intervention d'Occitanie. Déjà, on a fait des mises en demeure à notre sous-traitant. Et deuxièmement, de mettre en place un plan de redressement de la situation dans le Lot qui commence à porter ses fruits. Donc l'idée, c'était de traiter tous les dérangements qui étaient vieux, en retard, mal faits, voilà, de les reprendre et de les traiter. Et donc on se donne, on va dire, jusqu'à la fin du premier trimestre 2021 pour avoir apuré et ramener le département du Lot dans une situation qu'on va dire normale et acceptable pour tout le monde. Voilà. D'autres questions? Madame Siplac. Oui, bonsoir. Donc, maire de Pubrin, M. Jeannin, on s'était déjà rencontrés. Alors, mon collègue, il a un problème depuis le mois d'octobre. Moi, j'ai un problème depuis fin juin. J'ai un poteau qui est prêt à tomber, il est à la limite de la route sur un stade. J'ai fait le signal réseau, la photo du poteau avec son numéro. J'ai appelé, je ne vous dirai pas le nombre de fois, donc la plateforme. On ne tombe jamais sur la même personne. On voyage, hein, parce on circule sur la France. Ça, c'est clair. Je suis tombée en Bretagne, je suis tombée dans l'Est, je suis tombée partout. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, les voisins n'ont plus de téléphone, n'ont plus de télévision. Donc, c'est une chose. La deuxième chose, ça concerne la fibre. Sur Pubrin, on a fait un programme d'enfouissement de réseau, de façon à supprimer les poteaux. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai plus de poteaux qu'autre chose. J'ai des poteaux qui sont doublés avec des poteaux béton. C'est lamentable. C'est de l'argent public gâché. Merci. Geoffrey? Oui, alors je ne vais pas revenir sur le sujet abordé par mes collègues. Moi, je vais vous parler du réseau mobile. Moi, comme beaucoup de nos concitoyens, je fais beaucoup de routes professionnellement. J'ai en plus la chance de travailler sur l'intégralité de la région Occitanie. Moi, je suis un peu choqué quand vous annoncez des chiffres que la 4G est répartie sur 935 communes d'Occitanie. On a 4500 communes sur l'Occitanie. Enfin, on a moins d'un quart couvert par la 4G. Et quand je vois que l'État fait des plans pour mettre en 2020 la 4G pour tous, je m'interroge s'agissant des territoires ruraux. La deuxième chose, vous avez montré d'ailleurs la mise en service de ces technologies de G, 3G, 4G. La 3G, elle date de 2001. J'ai découvert, et merci en tout cas pour l'information que ça me fait, parce que effectivement, on apprend beaucoup de choses par votre présentation.
Quand je traverse le département du Lot, on a la chance d'avoir des véhicules en plus hyper connectés parce qu'on a la Bluetooth, alors c'est génial, on peut appeler. Par contre, quand on est coupé 5, 6 fois, 7 fois au téléphone, en fait, on n'appelle plus et professionnellement, ça peut devenir un vrai problème. Pour nous, professionnellement, qui sommes sur le territoire, et deuxièmement, pour nos territoires en termes d'attractivité. Donc, effectivement, on a un vrai souci de couverture. Moi, je trouve que c'est inadmissible d'avoir des résultats pareils. Vous revenez 3 mois, vous passez dans un village, vous n'avez pas la 3G, enfin, vous n'avez pas de réseau du tout. 3 mois après, vous l'avez. Puis, c'est finalement le village suivant, puis finalement, vous n'avez plus de couverture du tout juste après. Enfin, moi, cette politique de petits pas, voire de stagnation, je ne comprends plus, mais on a l'impression qu'on déshabille les uns pour habiller les autres. Voilà, on tourne autour du pot, quoi. Je voudrais dire quelque chose avant, dans le sens à Guilhem. Moi, j'utilise le téléphone professionnellement. Je suis médecin. Il y a tellement de zones blanches autour de Gramat, que sincèrement, c'est très aléatoire quand on réussit à m'avoir. Monsieur Janin, je vous laisse entendre. C'est bon, je peux. Alors, juste sur les sites, déjà, monsieur, quand on comptabilise les sites, c'est les antennes Orange en propre. C'est-à-dire les sites Orange seuls. Savoir qu'on est présent sur les sites d'autres opérateurs, partagent leurs équipements, et aussi beaucoup implantés sur des sites TDF, hein, qui permettent d'alimenter. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, alors déjà, je n'ai pas insisté sur le plan New Deal, hein, qui vise à améliorer la couverture mobile sur l'ensemble du territoire. Mais il y a deux choses qui sont mises enfin, 3 choses. Il y a la couverture des villes et des zones touristiques, qui fait partie de ce plan, touristique et économique. Hein. Et il y a la couverture des zones de circulation, donc des routes, des autoroutes notamment, et la couverture des voies ferrées. Enfin, ça en fait partie. Et on y travaille sérieusement. Par contre, effectivement, et ça rejoint un peu la question que posait monsieur là, qui est médecin, c'est que quand on parle de couverture mobile, et c'est l'ARCEP qui gère cette nuance-là, quand on parle de couverture mobile, on parle du taux de population, on appelle ça chez nous du TPOP, c'est la couverture du taux de population, c'est-à-dire, effectivement, on va couvrir 91% ou 92% de la population d'un département, mais on va peut-être ne couvrir que 60% du territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des zones en campagne, en montagne, et effectivement, dans le Lot, c'est un peu une particularité, c'est que ce n'est pas un terrain très plat. Donc, il faut multiplier les antennes, il faut multiplier les équipements, c'est pas simple. Je vois ici quelques élus d'ailleurs que je connais sur lesquels je suis intervenu, parce que quand il faut installer une antenne sur un secteur, eh bien, je donne juste un ordre d'idée. En Angleterre, c'est 6 mois. En France, c'est 2 ans. Voilà. Je le dis très, très tranquillement, chaque fois qu'on a un projet d'antenne, je suis quasiment systématiquement interpellé par le maire qui me dit qu'il ne faut pas l'installer ici. Installez-les ailleurs. On veut de la 4G, on veut de la 3G, on veut du mobile, mais on ne veut pas l'antenne chez nous. Mettez-la ailleurs, mettez-la dans l'endroit que j'ai choisi, qui n'est pas fatalement l'endroit qui est le mieux adapté pour amener une meilleure couverture. Donc, ça fait qu'on a intérêt d'abord à déployer le maximum de réseaux mobiles très rapidement, mais que derrière, effectivement, on rencontre quand même les plus grandes difficultés pour installer nos sites et qu'à chaque fois, ça nous coûte de l'argent, parce que quand on a fait un projet, comme c'était le cas dans le Lot, il y a assez récemment, qu'on a payé les projets, les études, et ainsi de suite, et qu'on nous dit, maintenant, au final, déplacez-le de 50 mètres, parce que ça nous arrange, il faut replier un projet, il faut refaire des études, on reprend 1 an quasiment pour déployer, et donc ça retarde nos projets de déploiement. C'est-à-dire que la couverture, le déploiement des sites mobiles, alors que ce n'est pas particulier au Lot, hein, c'est un petit peu partout qu'on le rencontre, en Tarn-et-Garonne, j'ai les mêmes problématiques, et il est quand même lié, étroitement lié à la rapidité avec laquelle on est en capacité de trouver un site et d'avoir les autorisations pour installer nos antennes. Aujourd'hui, on voit que c'est quand même très compliqué. Alors, je n'étais pas sur Soucérac, j'avais fait une visite avec le préfet sur Soucérac à une certaine période, qui faisait partie, je crois, de la première zone qui était concernée par le New Deal. Il y avait 3 sites à retenir.
2 ans pour trouver 3 sites, ben, je trouve que c'est quand même une belle performance. En sachant que ce n'est pas Orange qui avait pris le lead sur cette opération-là, je crois que c'était SFR. Il leur reste 4 mois pour procéder à la pose de l'antenne, parce qu'on a 24 mois pour réaliser l'installation une fois qu'on a trouvé le site. Donc, je peux vous dire que c'est quand même des opérations qui sont compliquées à mener, pas que pour le vote, je le précise, mais c'est d'autant plus compliqué quand on a des zones un petit peu montagneuses, voilà, où on est obligé de multiplier le nombre d'antennes pour avoir une couverture qui soit acceptable pour tout le monde. Voilà. Thierry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Janin, moi, je suis un de ceux qui vous appellent de temps en temps pour essayer de régler des situations. Et alors, peut-être contrairement à certains élus, moi, j'ai des situations qui sont réglées. Donc, de par signal réseau ou en vous appelant directement, je peux concéder que ce ne soit pas le cas partout. Néanmoins, j'étais ceux aussi qui ont interpellé le président de Covaldor pour signaler une dégradation de la situation sur un territoire à plusieurs niveaux. Je suis fréquemment appelé par mes collègues pour des signalements, on parlait tout à l'heure du réseau cuivre, mais de délabrement du réseau cuivre et surtout du réseau cuivre qu'on a l'impression par endroit qu'il est laissé à l'abandon, par du non-remplacement de poteaux, alors pas obligatoirement suite à des défauts, mais par un défaut d'entretien du réseau, par des boîtiers de connexion, des boîtiers qui sont ouverts, qui sont à l'air libre, ou quand les équipes passent, moi je pense que les sous-traitants, s'ils avaient mission de refermer les boîtiers, de vérifier l'étanchéité des boîtiers à chaque fois qu'ils passent sur un secteur, il faudrait que ça soit fait automatiquement. Je voulais vous signaler aussi qu'on a un nombre important partout. Alors c'est peut-être dû aux travaux de fibres pour lesquels vous n'êtes pas compétent, mais néanmoins, le réseau Orange, après le réseau cuivre, il existe. On a un nombre important de débranchements de clients suite aux travaux et aux opérations de fibrage. On débranche des clients qui sont branchés depuis 30 ans, 40 ans, et qui ont un mal fou à retrouver leur ligne. Quand ils veulent retrouver leur ligne, on leur dit « Ah mais non, sur votre commune, il n'y a plus de place dans le boîtier maintenant, il faudra attendre qu'on fasse des travaux. » Donc ça, c'est de plus en plus souvent, voilà, moi je les appelle de plus en plus souvent par rapport à ça. J'essaye de vous les renvoyer. Les dérangements fibres, c'est ce que je voulais dire. Ce qu'il faudrait sur votre site Signal Réseau aussi, je pense, c'est faire un petit peu comme fait Enedis, qui nous présente tous les ans leurs résultats de remise en service du réseau suite aux défaillances, parce que ça serait bien qu'on puisse avoir une statistique, que vous puissiez nous dire, nous, sur tant de signalements qu'il y a eu dans le département du Lot en 2020, on en a résolu un certain nombre en moins de 24 heures, en moins de 48 heures, et qu'on puisse avoir des statistiques, parce que moi je fais confiance, hein, mais quand on voit des soucis qui traînent depuis des mois comme ça, il y a un problème. Si ça a été déjà signalé, on ne devrait pas avoir besoin de le resignaler plusieurs fois. Donc je pense qu'il vous faut pouvoir nous produire à l'avenir des statistiques de rétablissement du réseau ou de dépannage suite aux appels des élus, et là vous gagnerez en confiance au niveau des élus. Merci. Merci Thierry. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ou interpellations? Monsieur Chastrus. Oui, moi c'était par rapport, j'ai un gros problème de coupure d'Internet sur la commune, mais je ne suis jamais en amont et ça va se régler, je pense. Je voudrais aussi parler par rapport au déploiement de la fibre. Notre commune est équipée maintenant avec la fibre pour la plupart des habitations, mais les entreprises qui ont déployé le réseau se sont parfois arrêtées à 20, 30, 40, 50 mètres des habitations. Et les gens ont fait la demande du raccordement, et les techniciens leur disent « Allez voir le maire, c'est la mairie à déployer le réseau ». Nous, on n'a pas du tout la capacité de le faire, ni le financement, et puis nous n'avons pas lancé cette opération. Et depuis quelque temps, on a pris l'entreprise sur la commune. Donc, je voudrais savoir si la remarque a été actée en quelque part et si l'acheminement à la maison, à l'habitation de
ces personnes va aboutir. Ah, spécifiquement pour ces personnes, je ne sais pas. Très clairement, déjà, effectivement, ce n'est pas la mairie. Et on ne demande pas à nos techniciens ni à nos sous-traitants, parce que la mairie n'a rien à voir, on va dire, dans le raccordement de nos clients. Ce qui peut arriver, c'est qu'on fasse une demande à la mairie pour avoir une permission de voirie pour implanter un poteau pour faire le raccordement, mais ça va se limiter à ça, c'est-à-dire que la relation entre un client d'Orange et Orange, c'est une relation commerciale et elle n'intéresse pas la mairie, et donc on demande, et on est conscient parce que je sais qu'il y a pas mal de techniciens qui le font, qui disent ah ben, on ne sait pas le faire, adressez-vous à la mairie, et c'est un peu une manière de répondre parce qu'ils n'ont pas trop de solutions. Donc ça fait partie des sujets qu'on est en train de regarder de près, de manière à ce qu'on n'ait pas ce type de réponse et qu'on soit en capacité de raccorder nos clients. Mais ça rejoint le sujet que je vous ai présenté tout à l'heure sur les taux d'échec de production, parce que ça fait partie des taux d'échec de production. C'est des personnes qui ont demandé la fibre et qu'on n'a pas raccordé pour diverses raisons, mais qui sont vraiment multiples hein, pour le coup, et quelquefois qui sont imputables au réseau. C'est-à-dire qu'effectivement, le réseau n'arrive pas du bon côté de la route, où, voilà, et on a un client qui aurait dû être pris en compte. C'est des problèmes d'adresse. On a beaucoup de problèmes d'adresse. C'est-à-dire qu'on a un hameau avec, on va dire, 30 maisons et on n'aura comme adresse que le nom du hameau. C'est-à-dire qu'on est dans la capacité de savoir sur quel point de branchement on va pouvoir raccorder notre client. Et souvent, on va avoir un technicien qui va se pointer, qui va dire on n'est pas sur le bon point de branchement, je replie mes outils et je m'en vais et on verra la prochaine fois. Donc c'est vrai que c'est des. Alors, ce qu'il faut être conscient, c'est que d'abord, on n'a pas du tout l'envie de dégrader notre image, et on sait que c'est le cas actuellement par ces opérations, parce qu'on essuie des plâtres. Hein. Je pense que dans quelques années, plus personne n'en parlera, parce que ça sera quelque chose, une pratique courante. Les techniciens seront parfaitement formés, sauront faire des raccordements. Ils auront certainement moins la pression sur les délais de raccordement, donc ça permettra aussi d'alléger le programme et de les faire mieux travailler, mais ça fait partie effectivement de nos axes d'amélioration. Je voulais revenir sur ce que vous m'avez dit effectivement sur les conséquences des travaux fibres sur le réseau cuivre. Alors je vais dire théoriquement, il n'y en a pas. Je dis bien théoriquement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que on ne débranche pas un client cuivre pour embrancher un client fibre, ce n'est pas possible, parce que c'est deux réseaux complètement différents qui utilisent deux technologies complètement différentes qui n'ont rien à voir entre elles. C'est-à-dire que, par contre, s'il est possible effectivement qu'un client soit interrompu parce qu'on a passé une fibre et qu'on a cassé une connexion ou endommagé un câble, ça, c'est effectivement possible. C'est d'autant plus possible qu'on a vu des planteurs qui ont planté des câbles sur des câbles enterrés chez nous, qui ont cassé des fibres ou qui ont coupé des câbles cuivre qui nous appartenaient. Bon, ça fait partie des aléas des travaux, mais en gros, ce que vous me disiez concernant, effectivement, on branche de la fibre, il y a des travaux fibres et on débranche des clients cuivre, ça n'est pas la réalité. Voilà. Excusez-moi, c'est deux questions différentes. D'accord, voilà. Les débranchements, ce n'est pas occasionné par la fibre. D'accord. Alors, sur les réseaux cuivre, et j'ai aussi cette question-là assez souvent, et c'est vrai que vos administrés sont impatients d'avoir un branchement quand ils font une demande de déménagement ou de raccordement. Le réseau cuivre, il est abouti, on va dire. Il y a des demandes qui peuvent arriver. Alors, la particularité du réseau cuivre de télécommunications, c'est qu'il est complètement différent d'un réseau électrique. Un réseau électrique, on prend sur le câble, hop, on prend une phase, un neutre et on amène chez le client, il n'y a pas de problème. Pour une ligne de téléphone, c'est deux lignes de cuivre qui partent du répartiteur jusque chez notre client. C'est-à-dire deux lignes de cuivre qui lui appartiennent d'un bout à l'autre, on va dire, hein, d'un bout à l'autre. Et ce qui veut dire qu'effectivement, on peut avoir quelquefois des zones où on appelle ça de la saturation, nos réseaux sont saturés, on n'a plus de paire de cuivre de libre à fournir à nos clients. C'est pas pour ça qu'on ne répond pas. Ça veut dire que derrière, effectivement, le technicien va intervenir, va dire je ne sais pas brancher. Et souvent, on va refaire une étude, et là aussi, ça repart. Hein, c'est-à-dire, on va faire une étude pour faire de la désaturation de réseau, du renforcement de réseau, et ça va prendre du temps. Donc, effectivement, entre le temps où la personne aura demandé sa ligne de téléphone et le moment où on va pouvoir la raccorder, ça sera plutôt 6 mois que 2 semaines, très clairement. Pour compléter la réponse de M. Janet auprès de mon collègue Charstrus, concernant les raccordements fibre optique,
Il faut savoir que le contrat qui a été passé avec la filiale d'Orange pour la construction du réseau indique que tous les futurs abonnés, qu'ils soient particuliers ou professionnels, le réseau s'arrête à moins de 100 mètres. La construction du réseau fibre s'arrête à moins de 100 mètres des abonnés. Le raccordement entre le réseau fibre et donc la prise, l'habitation ou l'entreprise, il est dû ensuite par votre fournisseur d'accès. C'est-à-dire qu'une fois que le réseau est construit, vous demandez un abonnement de fibre à un opérateur et c'est cet opérateur, pour vous vendre l'abonnement, qui va faire le dernier raccordement jusqu'au réseau qui a été tiré dans votre rue, dans votre hameau, à moins de 100 mètres. Ce raccordement peut être gratuit s'il est facile à faire, peut être payant. Il peut occasionner, comme ça a été dit tout à l'heure, du génie civil de votre part et éventuellement de la construction du réseau extérieur par l'opérateur, par le fournisseur d'accès, avec permission de voirie. Et voilà comment ça fonctionne. Le contrat donc, qui a été produit s'arrête à moins de 100 mètres de chaque point de raccordement. Dernière chose, toutes les communes du Lot ont reçu il y a quelques semaines, à la fois par document papier et à la fois par mail, un petit fascicule, une petite brochure explicative de l'ordre numérique pour indiquer comment fonctionne ce déploiement, avec le lien sur le site Alliance Très Haut Débit ou All-Fibre, les deux appellations permettent d'aller sur le site, où vous pouvez suivre quasiment en temps réel la progression de la construction du réseau sur les 3 départements environ de Lot-Lozère, commune par commune, et point de raccordement par point de raccordement. Et si jamais vos abonnés ont des soucis pour se positionner, pour montrer où ils sont, sur la carte donc présente sur le site Alliance Très Haut Débit, en zoomant, chaque maison, chaque entreprise, chaque point de raccordement a un numéro, une référence, et que les gens peuvent donner pour pouvoir être raccordés. Voilà. Ok, bon, je vous remercie. Moi, je pense que s'il n'y a plus de questions dans la salle, on peut peut-être conclure ce temps d'échange en vous demandant, Monsieur Janin, d'abord en vous remerciant d'être venu me prêter à l'exercice, en vous demandant, donc vous l'avez compris, d'être attentif désormais aux demandes des élus et aux sollicitations qu'on peut faire à travers le réseau, puisqu'il y a quand même une insatisfaction par rapport à ça, au temps de réponse, à la prise en compte des réponses. Donc, on vous demande cette vigilance, sachant que les élus, ils sont là non pas pour exprimer, pour le plaisir d'exprimer des mécontentements, mais simplement parce qu'ils se font le relais de la population. Vous exercez un service public universel, et donc on attend sur cette obligation beaucoup de professionnalisme de la part d'Orange. Donc voilà, merci pour ce que vous pourrez faire à l'avenir, et on vous réinvitera, moi je vous réinviterai personnellement dans quelques mois si nécessaire, pour refaire un point sur le sujet. D'accord, je vous remercie, mais je voudrais surtout que vous reteniez que je suis très appliqué à répondre le plus rapidement possible aux demandes qui sont faites. Et je fais de mon mieux, on va dire. Et surtout savoir qu'effectivement, on a mis en place ce plan de redressement. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans sa réalisation maintenant. Et donc j'espère que ça vous permettra à toutes et tous déjà d'être un petit peu plus tranquilles sur ces sujets-là, parce que je sais qu'elles vous occupent beaucoup, qu'ils vous occupent beaucoup. Moi, je suis moi-même élu dans mon département et aussi délégué communautaire. Et je sais aussi dans mon département voilà, à quel point ça embarrasse les élus. Et je sais très bien que quand vous venez me chercher, de toute façon, quand vous m'appelez, c'est parce que vous avez une très bonne raison de m'appeler et je m'applique avec vous. Voilà. Donc je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous renverrai le document une fois finalisé et purgé des éléments qui ne sont peut-être pas utiles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir. Merci, bon retour. Alors le deuxième point à l'ordre du jour concerne donc un dossier qui nous avait déjà été soumis par le passé et pour lequel nous avions donné un avis défavorable en raison du manque d'éléments de compréhension. Aujourd'hui, on va essayer de vous apporter des éclaircissements sur ce dossier. C'est la régularisation du périmètre Natura 2000. Donc là aussi, il y a une erreur de procédure et en fait, c'est une erreur de forme qu'il s'agit de corriger. Et donc, je vais donner la parole à Francis Eyrolle et puis à M. David Barthes, chargé de mission à la DDT.
Oui, merci Raphaël. Donc, comme le soulignait Raphaël, Monsieur le Préfet a bien voulu relancer la consultation autour de la régularisation de ce périmètre. Donc, je remercie Monsieur David Barthès d'avoir fait le déplacement depuis Cahors, la DDT. Alors, moi, aujourd'hui, je reprendrai la parole, j'en aurai l'occasion. Je voudrais qu'on saisisse bien les enjeux, alors les enjeux à la fois collectifs et en signature de contrat, à travers la régularisation du périmètre Natura 2000. Je crois que M. Barthès va être efficace autour de la diapo qu'il va nous présenter. Et je crois que si vous avez des interrogations, si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes autour de Natura 2000, n'hésitez pas. Et il ne faut surtout pas croire que Natura 2000 arrive comme une chape de plomb sur notre territoire et empêche, si vous voulez, tout le monde et tout de se mettre en place. Je crois que c'est une démarche complètement différente, c'est une démarche environnementale pour ceux qui ont envie de rentrer dans cette démarche. L'État, l'Europe les accompagnent financièrement, mais ceux qui sont à côté de cette démarche et qui ne souhaitent pas vraiment l'intégrer sont complètement libres sur leur territoire, si vous voulez, de continuer à procéder les modes de culture concernant les agriculteurs qu'ils désirent. Voilà, donc M. Barthès va vous souligner tout ça de façon très, j'en doute pas, très positive. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Et merci également, Monsieur Hérol, de me donner l'occasion donc de vous rappeler un petit peu le contexte général du sujet qui nous occupe sur ce point-là et de répondre à vos questions si vous en avez. On m'a demandé de faire rapide, je vais essayer donc d'être bref, mais pour autant ne vous privez pas de m'interrompre ou de vous poser toutes les questions qui vous viendront au fur et à mesure de cette présentation. Je voudrais très brièvement, certains d'entre eux connaissent déjà parfaitement ce dispositif, cette politique, mais je voudrais très brièvement faire un rappel sur ce qu'est le dispositif Natura, avant de présenter donc le sujet en question de la régularisation du périmètre du site Natura 2000 de la vallée de la Dordogne quercinoise, et puis d'aborder la question de la consultation en cours qui requiert donc l'avis des communes et des EPCI. Alors Natura 2000, très brièvement, c'est quoi? C'est d'abord un réseau européen qui est issu de deux directives, la directive Habitat, Faune, Flore et la directive Oiseaux. Ce réseau vise à préserver des espèces protégées ou à conserver des milieux naturels particuliers, tout en tenant compte, et c'est important de bien noter ça, tout en tenant compte des activités humaines et des pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu'à ce jour. Donc, par rapport à ce que disait M. Hérol, c'est tout sauf une mise sous cloche. Natura, c'est également des objectifs de restauration ou de conservation sur les sites définis. Et ces objectifs, ils sont décrits dans un document qu'on appelle dans un document d'objectifs, le DOCOM. La gestion de ces sites-là, elle est basée sur un principe essentiel, le principe de concertation à travers un comité de pilotage très large qui associe l'ensemble des acteurs du territoire. J'insiste aussi là-dessus parce que c'est une politique européenne qui est mise en œuvre à la discrétion de chacun des États membres et le choix a été fait par l'État français, parmi d'autres, d'appliquer donc la concertation pour mettre en œuvre cette politique. La gestion de ces sites elle est également basée sur une contractualisation volontaire. Là aussi, Monsieur le Président du comité de pilotage, vous le rappeliez justement, on n'oblige personne à signer des contrats sur un site Natura 2000, que ce soit des contrats agricoles ou des contrats non agricoles. C'est vraiment le principe du volontariat qui est proposé. La gestion des sites, elle repose également aussi sur un volet important qui est l'information, la sensibilisation de tout public, tous les acteurs du territoire. Ça va de la sensibilisation des scolaires jusqu'aux pratiquants, aux élus, etc. Tous ceux qui le souhaitent. Et enfin, la prévention à travers le dispositif d'évaluation des incidences Natura 2000.
Quelques chiffres très rapidement, 28 000 sites dans toute l'Europe. En France, on en a 1750 et dans le Lot, on en a 18 qui concernent 30 000 hectares, soit un petit peu plus de 5% du territoire. Les voici, donc vous reconnaîtrez ici la vallée de la Dordogne persinoise, donc ici la vallée de la Serre et ses affluents. Un petit site ici que vous voyez peut-être difficilement, mais que je n'oublie pas, le site du Marais de la Fondiale sur Cavagnac. Vous avez 4 sites ici éclatés, des petites taches là qui sont les vieux arbres du Quercy. La vallée de l'Ouïsse et de l'Alzou ici en rose. La zone centrale du Causse de Gramat. Le bel arbre là vert, ce sont les sites des vallées de la Rose et du Vers. Ici, la basse vallée du Célé, la moyenne vallée du Lot inférieur et enfin 4 sites au sud du département qui constituent les serres et les pelouses du Quercy-Blanc. Alors, un site Natura 2000, c'est quoi? C'est d'abord un périmètre officiel qui est désigné donc, par décision de la Commission européenne et ensuite retranscrit en droit français par arrêté ministériel. Ce périmètre, il ne signifie finalement pas grand-chose. Ce qui est important en termes de gestion et d'enjeux, ce sont les habitats naturels qui sont compris au sein de ce périmètre. Alors, sur le site de la vallée de la Dordogne, nous avons 20 habitats naturels d'intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site auprès de l'Europe. Des habitats très variés qui vont de la rivière aux forêts, en passant par les prairies, les pelouses sèches, les falaises, les grottes, etc. Et ce sont également des habitats d'espèces, des espèces d'intérêt communautaire, qui elles aussi justifient la désignation du site. Donc là, permis de justifier le site. Et un site Natura 2000, c'est aussi, donc, je le disais, un document d'objectifs, un véritable cahier des charges issu de la concertation, qui fait l'état des lieux du territoire. Alors, l'état des lieux, il y a un état des lieux socio-économique aussi qui est réalisé à travers ce DOCOM, qui analyse les enjeux et les hiérarchise, qui fixe des objectifs opérationnels que sont les actions contractuelles, agricoles ou non agricoles, les chartes, les actions de sensibilisation, de communication, etc. Donc pour le site qui nous occupe de la vallée de la Dordogne, où en est-on? Ce site-là a été désigné par la Commission européenne en 2004, retranscrit en droit français par arrêté ministériel en 2007. Le processus, ensuite, l'étape d'après, c'est de réaliser des inventaires de terrain pour établir le document d'objectif. Ces inventaires ont été réalisés sur la Dordogne entre 2008 et 2011. L'animation territoriale, j'entends vraiment le travail de fond par les animateurs pour proposer des contrats, a débuté effectivement à la PAC 2011 avec les premiers contrats agricoles signés sur le territoire. Le document d'objectif finalisé, lui, a été approuvé par le comité de pilotage en mars 2013. Et donc à ce jour, nous avons 400 hectares de contrats agricoles sur le site et une vingtaine d'hectares de contrats Natura 2000 hors agricoles qui sont déjà engagés ou sur le point de l'être très prochainement. Donc pourquoi ce soir on parle de régularisation et de régularisation du périmètre pour être plus précis? On a un site initial donc désigné en 2004, confirmé en 2007, qui fait 5567 hectares. Ce périmètre, en décembre 2009, le comité de pilotage, à l'issue de la concertation locale et des groupes de travail, a validé une extension de ce périmètre à 6900 hectares. Cette extension a été retranscrite et reprise et à nouveau validée lors de l'approbation du document d'objectif en 2013. Pourquoi cette extension? Pour préserver des habitats d'intérêt communautaire qui se trouvaient à cheval sur la limite, c'est-à-dire préserver la continuité d'habitats naturels d'intérêt communautaire au-delà du site, favoriser, même si j'aurais peut-être dû le mettre en premier point, mais la Commission ne le voit peut-être pas sous cet œil-là, mais favoriser la contractualisation agricole. On avait quand même
une pression relativement forte à l'époque de la profession agricole pour pouvoir entamer, signer les contrats Natura 2000 le plus rapidement possible. C'est ce qui a été fait dès 2011. Et puis également s'adapter aux réalités de terrain, puisque le tracé initial du site ne respectait pas forcément de manière très cohérente les limites administratives et il n'y avait pas forcément de cohérence topographique évidente. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de régulariser, donc vous l'aurez compris, un écart entre le périmètre initial du site, celui de 2004 et 2007, qui fait 5600 hectares, et celui validé par le comité de pilotage depuis 2009 et approuvé dans le DOCOP de 2013. Cette validation, elle est encadrée par le Code de l'environnement, et pour valider officiellement le périmètre, on doit en passer par une procédure de consultation, je devrais dire de reconsultation des collectivités, puisque à travers le comité de pilotage, ces collectivités sont toutes associées, et donc théoriquement, à l'issue de l'approbation du document d'objectif, on doit en passer par une procédure de reconsultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale pour approuver le périmètre étendu, avant de le renvoyer vers la centrale et vers la commission. C'est cette étape-là qui a été ratée après l'approbation du document d'objectif. En général, dans les quelques années, dans les 2-3 ans qui suivent l'approbation d'un DOCOP, on procède à cette étape, c'est frais dans les esprits de tout le monde, et on n'a pas de problème particulier. Là, c'est une étape qu'on a clairement ratée en 2013 et après. Et il s'agit aujourd'hui de rendre officielle les décisions locales qui avaient été prises à l'issue de la concertation en 2009 et 2013, de les rendre officielles aux yeux du ministère et évidemment de la Commission européenne. Alors, l'enjeu essentiel, c'est de garantir la sécurité des contrats, puisqu'il y a un certain nombre de contrats qui ont été passés sur ce site-là depuis 2011, vous l'avez compris, avec les premiers contrats Natura agricoles, et surtout de préserver le potentiel de contractualisation à venir, c'est-à-dire garantir un avenir au contrat. Un petit zoom sur le volet agricole. Depuis la première mise en œuvre, depuis la PAC 2011, 65 contrats ont été signés sur le territoire, concernant 25 agriculteurs, pour, je le disais, environ 400 hectares et près de 300 000 euros. Sur ces 65 contrats, on en a 18 qui sont engagés au-delà du périmètre officiel. Quand je dis au-delà, c'est à cheval sur le périmètre initial du site, puisqu'on travaillait sur un périmètre étendu. Ça concerne quand même un quart des surfaces et 70 000 euros d'aide pour 10 agriculteurs. On a aussi un dispositif de contrat hors agricole qui concerne des particuliers, des collectivités non agricoles, comme leur nom l'indique. On en a passé 4 pour près de 55 000 euros et 7 hectares, et on a la moitié qui sont, pareil, un petit peu au-delà ou à cheval sur le périmètre du site. Alors, le montant est moindre, mais pour ceux qui les ont souscrits, ces contrats-là, c'est quand même un point délicat. Je parlais de potentiel, préserver l'avenir des contrats. On n'a pas atteint encore la totalité du potentiel de contractualisation sur le site, puisque vous le voyez, sur partie de milieu, sur les milieux agricoles de Toulouse et de Landes, on a, pas bien à lire, mais près de 60%, c'est ça, 59%, de taux de contractualisation. Sur les milieux de prairies, on en a un petit peu plus de la moitié. Par contre, vous voyez, sur des mesures qui sont réservées aux vergers, on a à peine 14% de taux de contractualisation. Donc, voilà, c'est ça qui est aussi en jeu, la sécurité juridique des contrats passés ou en cours et l'avenir des contrats agricoles ou non agricoles. Alors, la consultation qui nous occupe et qui vous occupe aujourd'hui, en fait, c'est une deuxième consultation, puisque la première, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, elle a eu lieu il y a un an. Et on l'avait lancée en décembre 2009 jusqu'en février 2020.
Et donc, sur les 28 communes et établissements publics de coopération intercommunale consultés à l'époque, on a eu assez peu de réponses, 10 réponses et une majorité de réponses défavorables. Et donc un vote, évidemment, des élus majoritairement défavorables à cette procédure de régularisation administrative du site. Alors les suites administratives à cette première consultation, très clairement, la régularisation n'a pas pu aboutir. Le préfet en a pris acte et a notifié donc à Monsieur le Président du comité de pilotage qu'il ne comptait donc pas donner suite à cette procédure et qu'il maintenait donc de facto le périmètre dans son périmètre initial, celui de 2007, qui prive finalement de site de près de 1400 hectares, vous l'aurez noté, de contractualisation possible. Dans la foulée, nous avons été tenus d'informer les instances régionales, à commencer par la région en tant qu'autorité de gestion du FEADER, puisque l'intégralité du dispositif, qu'il soit contractuel ou l'animation des sites Natura 2000, est financée à travers cette mesure du FEADER qui finance donc le dispositif à hauteur de 53% sur des fonds européens et 47% sur des fonds État. L'animation est prise en charge à 100%. La DREAL a également été informée en tant qu'animateur du dispositif et la DRAF aussi, puisqu'elle finance le volet agricole des aides. Oui, un petit peu plus vite encore. Alors, le comité de pilotage a été informé, lui, en septembre dernier, et les collectivités également, à l'invitation de Monsieur le Président de Comaldor et de M. Hérol, ont été informés en novembre dernier. Un périmètre contractualisable réduit, c'est le constat aujourd'hui, c'est les conséquences directes de la situation actuelle. On a un périmètre qui est réduit à celui de 2007 et on a des contrats agricoles ou hors agricoles un petit peu en délicatesse avec éventuellement des réexamens et des avenants à prévoir. On a des conséquences évidemment directes sur le document d'objectif, puisque le document d'objectif il doit être théoriquement modifié dans son périmètre. La liste des habitats et des espèces, de même que les fiches actions, doivent être également revues par le comité de pilotage, puis approuvées par le préfet. Et puis on se doit aussi de noter une discordance avec les projets de territoire comme le récent lac d'Ordogne, qui, il faut le rappeler, a été récemment quand même labellisé par son appartenance, grâce à son appartenance au réseau Natura. Voilà, donc dans ce contexte-là et face à toutes ces conséquences, donc les deux réunions que je vous citais, réunions du COPIL et des collectivités, ont permis une certaine réappropriation des enjeux par les élus et ont justifié une demande officielle formulée par M. Hérol, président du COPIL, auprès du préfet, qui a donc décidé d'y donner une suite favorable et de lancer une nouvelle consultation. Cette nouvelle consultation, donc, vous l'avez reçue début décembre. Je vous en rappelle le délai, c'est 2 mois de consultation et il faut nécessairement un avis de l'instance délibérante, c'est-à-dire une délibération de votre collectivité. Et pour tout ce qui est avis négatif ou proposition de modification, puisque si on vous consulte, c'est pour avoir votre avis, ce n'est pas un simulacre de consultation, il faut par contre motiver l'avis sur la base d'éléments objectifs liés directement aux habitats et aux espèces d'intérêt communautaire. Voilà, j'en ai terminé, j'espère pas avoir été trop long, je suis à votre disposition pour toutes questions. Je vous remercie. Peut-être essayer de redire en quelques mots ce que vous venez d'expliquer. En fait, si vous avez bien compris, et je parle sous votre contrôle, Natura 2000, c'est donc un périmètre au sein duquel les propriétaires fonciers peuvent, sur la base du volontariat uniquement, contractualiser et toucher dans ce cadre-là des aides européennes pour préserver donc la biodiversité. Vous avez compris qu'en 2009, ce périmètre avait évolué, sauf que cette évolution, donc il avait été élargi pour permettre des contractualisations à la marge, et ce périmètre n'a pas été soumis à la validation des collectivités à l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve
avec un certain nombre de contractualisations qui ont été passées dans un périmètre qui n'est pas officiellement reconnu par l'Union européenne. Et donc, ce qu'on nous demande, ce que nous demande le président du COPIL Natura 2000, et je vais lui passer la parole, Francis Eyrolle, c'est de régulariser ce périmètre, c'est-à-dire officialiser une bonne fois pour toutes ce périmètre de 2009, qui est, depuis 2009, de toute façon en vigueur, puisqu'il permet un certain nombre de contractualisations. Tu veux peut-être... C'est parfait, tout a été dit, M. Barthès a été parfait également dans la présentation. Ce sont les enjeux qui sont forts pour notre territoire. Alors M. Barthès a rappelé le LIFE Vallée d'Ordogne que nous venons d'avoir, va diriger vers notre territoire pour les 6 années à venir des travaux et des financements via l'Europe et l'Agence de l'eau. Si nous n'avions pas été dans un cadre Natura, c'est clair que cette reconnaissance LIFE Vallée d'Ordogne n'aurait pas pu être réalisée. Il y a également une chose dont tout le monde se loue à travers différents reportages, etc., c'est la réserve de biosphère. Il faut bien reconnaître que la vallée d'Ordogne, aujourd'hui, est une réserve de biosphère. Donc, l'ensemble de ces éléments font qu'aujourd'hui, c'est vraiment primordial et un enjeu important pour notre collectivité de reconnaître, enfin, de régulariser ce périmètre. Voilà, tous les enjeux ont été dits, je ne vais pas les redire. Je pense que s'il y a des questions, M. Barthès est pointu autour de tout ce qui concerne les contrats agricoles, etc. N'hésitez pas, on a fait des réunions sur des collectivités qui ont demandé des précisions, et je pense que ça a permis d'éclaircir pas mal de choses autour de tout ça, et vraiment de se rendre compte que ce n'était pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une chape de plomb qui tombe sur le territoire, mais vraiment un outil de développement autour de l'environnement pour ceux qui souhaitent rentrer dans la démarche. Merci. Je remercie Francis Eyrolle parce qu'en effet, il y a eu un gros engagement et je reconnais bien qu'il y a un certain nombre de communes qui n'avaient pas forcément compris tous les enjeux de ce dossier. Et moi-même, je fais mon mea culpa sur le sujet. Y a-t-il des questions tant qu'on a M. Barthès avec nous? S'il n'y a pas de questions, alors écoutez, je vous remercie, je vous libère. Nous allons passer au vote. Et en vous remerciant pour la clarté de votre intervention. Alors, je vous propose donc de prendre vos appettes. Et ce vote va servir en même temps de premier vote d'essai. Et donc, je vous propose d'émettre un avis favorable à la proposition d'évolution du site Natura 2000, Vallée de la Dordogne-Quercy. J'ai pas entendu. Le scrutin est ouvert. C'était ça que vous attendiez de moi. Voilà, le scrutin est ouvert. Allez, encore quelques votes qui manquent. Non, ça se stabilise. Alors, le scrutin est clos. Je vous remercie. L'avis est réputé favorable. Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Est-ce que vous avez noté des dysfonctionnements, certains d'entre vous? Pas de problème par rapport à l'utilisation des appettes. Donc, je vous remercie. Alors, le troisième point, donc, l'ordre du jour concerne la présentation du rapport d'orientation budgétaire 2021. Alors, je voudrais vous rappeler, en attendant, ça y est, Pierre Moll est en train de prendre place, il va nous présenter ça. Je voudrais vous rappeler simplement que ce rapport d'orientation budgétaire est une obligation pour la collectivité, que la particularité, on va dire, de ce rapport cette année, c'est évidemment la vision pluriannuelle qu'on va essayer de vous proposer, qui sera revue chaque année, mais qui permettra d'avoir une visibilité au-delà du budget primitif sur les années qui viennent. Je vous rappelle que ce plan pluriannuel d'investissement sera bâti sur nos capacités budgétaires, évidemment, et que donc il fallait en tenir compte sévèrement de ces capacités budgétaires, que nous aurons, et je le dis d'emblée, à apporter une gestion extrêmement rigoureuse pour sortir
une capacité d'investissement que nous souhaitons. Dieu merci, et grâce au travail qui a été fait par Pierre et Jean Provença et les services et la commission des finances, nous entreverrons la possibilité de faire des investissements à hauteur de 11 millions d'euros par an jusqu'en 2026, ce qui est important. Jusqu'à présent, on était sur un montant de 7 millions seulement. Donc, la gestion rigoureuse et la planification dans le temps va nous permettre de dégager des marges de manœuvre très importantes que nous n'avions pas. Je vous rappelle aussi que la Chambre régionale des comptes, dont nous parlerons tout à l'heure, on parlera de ce rapport, déplore l'absence de plan pluriannuel d'investissement. Donc la bonne nouvelle qu'on leur apporte, c'est que voilà, on répond positivement à leurs demandes et puis on s'y attelle. C'est difficile, c'est extrêmement compliqué, si j'ai bien compris, pour les services, mais certainement ce sera pertinent et puis ils seront rodés, ça ira de mieux en mieux les années qui viennent. Pierre, tu as la parole. Oui, est-ce que c'est bon en termes de son, là? Oui. Merci. Donc, je vais essayer de capter votre attention. Ce que je veux dire en introduction, c'est que 18h, 20h, il me reste un peu plus d'un quart d'heure, je ne vais pas pouvoir y arriver. Et donc, je préfère avertir avant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc, je n'ai pas besoin de refaire l'introduction sur le ROB et sur le DOB, puisque le président Daubé l'a fait. Effectivement, c'est obligatoire et c'est une réunion importante dans ce cycle budgétaire. Donc, l'ordre du jour de cette réunion, je ne l'ai pas. L'ordre du jour, on ne l'a pas. C'est dommage. Bon, le premier point qu'on va voir, c'est l'environnement macroéconomique. Donc, on va s'arrêter quelques instants sur la conjoncture économique et le décryptage de la loi de finances 2001, et notamment sur ce qui vient impacter le fonctionnement de notre communauté de communes. Donc là, vous avez dans un premier temps les prévisions nationales en termes de PIB. Vous voyez que 2016, 2017, 2018, 2019, on était sur une progression de 1,5%. Et que dans un premier temps, la première analyse avait fait état d'un plongeon à plus de moins de 10% concernant l'année 2020 pour les causes que l'on connaît tous. Et une deuxième révision à partir du mois de septembre a revu un peu la prévision à moins 8,7 et revoit une prévision avec un rebond par rapport à cette année pour 2021 de 7,4 et de 3% en 2022 par rapport à 2021. Pour ce qui est de l'inflation, voilà, on était sur une base assez basse en 2016. 2017, on était un peu plus de 1, puis 2,2% en 2018, 2019, 1,3%, et on tablait sur une inflation autour de 1,2, 1,1% pour 2020 et 2021 aussi autour de 1,4, et la crise de Covid a fait baisser cette inflation autour de 0,5 pour l'année 2020 à peu près. Il est prévu une inflation de 0,6 en 2021 et de 1% pour 2022. Donc on voit que chaque année pour la commission, pas la commission de finances, non, pour la loi de finances, nos députés révisent les valeurs locatives. Et depuis quelques années, elle est basée sur l'inflation. Donc, on voit en 2017, on est sur une augmentation des bases de 0,40, 2018, 1,20, 2019, vous vous en souvenez, 2,2, ça avait bien aidé dans la fiscalité. 2020, on est sur une base de 1,2% et 2021, une base à 0,2, malgré une inflation à 0,5 ou 0,6. Mais je crois que nos députés n'ont pas voulu alourdir les charges et ont pris simplement une augmentation des bases à hauteur de 20% qu'on retrouvera, nous, automatiquement, bien évidemment, dans notre fiscalité. Les taux d'intérêt, donc vous avez à droite les taux d'intérêt à la fois aux USA et en Europe. Donc on voit qu'ils étaient relativement bas, pour certains même négatifs.
Et il y a eu une petite secousse autour du mois de mars et avril, bien évidemment, parce que la crise sanitaire a créé des tensions, des incertitudes, des fortes demandes de liquidités, notamment pour les prêts garantis par l'État et pour les avances de trésorerie. Mais très rapidement, les taux ont repris un taux normal et ont rebaissé dans l'été. Ce qui fait que si vous voyez la courbe de droite, donc l'Euribor, les taux entre lesquels les banques se prêtent de l'argent, aujourd'hui elles se prêtent de l'argent à taux négatif, et l'Euribor n'est prévu de repasser positif, nous disent les experts aujourd'hui, qu'à partir de fin 2028. Ce qui peut laisser supposer que les taux d'intérêt ne vont pas subir des hausses considérables. Et donc, dans notre plan pluriannuel, on a bien sûr tenu compte de ça, et on est parti sur des taux d'intérêt sur nos emprunts pour 2021 à hauteur de 0,6, puis on a pris 1% pour 2022, et on s'est stabilisé à 1,5% pour 2023, 24, 25, 26. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. Les grandes mesures de la loi de finances encore, la réforme de la taxe d'habitation. Alors aujourd'hui, le produit de la TVA devrait évoluer pour l'an prochain, et on attend plus 10% par rapport à cette année, donc il sera probablement mis en place un coefficient correcteur qu'on va appeler le COCO. Il y a un autre tableau tout à l'heure avec des chiffres pour mieux vous expliquer. Donc comment, sachant qu'en 2021, nous aurons une compensation intégrale par le système de la TVA de nos recettes de taxe d'habitation. On prend les recettes qui sont prises en compte pour ce calcul, on prend les bases de 2020, on les multiplie par le taux de 2017, ça vous vous souvenez, on ajoute la moyenne des rôles supplémentaires, ça c'est la différence entre ce qu'on nous dit qu'on va toucher en début d'année et ce qu'on touche réellement en fin d'année. Il y a toujours un ajustement en fin d'année, plus les compensations fiscales qui viennent compenser le manque à gagner pour, par exemple, les foyers qui sont exonérés de fiscalité, ça fait un manque à gagner pour la communauté de communes et on est compensé là-dessus. Là, ça nous donne donc une recette qu'on divise par le produit de la TVA perçue par l'État. Cette division nous donne un coefficient et ce coefficient, on va le multiplier par le produit de TVA perçu par l'État dans l'année N. Et donc, ça va nous donner cette somme de 5 644 000. Pour mieux expliquer, de l'autre côté, vous avez, on y va, voilà. Vous voyez, les recettes à compenser, on prend les bases de l'ATH 2020 par le taux à 7,9, on arrive à 5 152. La moyenne des rôles supplémentaires, c'est une moyenne sur plusieurs années autour de 9 000 euros, ça joue à la marge, et les compensations fiscales à hauteur de 583 000, et on arrive à nos 5 644 000 euros de recettes à compenser. Donc le coefficient, on divise cette recette par le produit de la TVA reçu par l'État, perçu par l'État en 2020, qui est de 126 milliards d'euros, et ça nous donne ce coefficient à 0,00045,108. Ce coefficient, on le multiplie par le produit en 2021, comme on est compensé intégralement par le produit de la TVA 2020, et donc on retombe sur nos 5 644 000 euros. À partir de 2022, on va prendre ce coefficient et on le multipliera par le coefficient de l'année N. C'est-à-dire 2022, on prendra les recettes de la TVA de l'État perçues en 2022. Alors pourquoi il y aura un coefficient correcteur? Parce que cette année, compte tenu du Covid, on est sur une perception de TVA par l'État qui est quand même inférieure à ce qui est la moyenne normale. On tourne autour de 170 milliards, 180 milliards d'euros. À supposer que l'an prochain, enfin cette année, on peut rêver, mais on revienne dans cette moyenne-là, à hauteur de 170-180 milliards d'euros. Si on multiplie par notre coefficient correcteur, on aura une recette de taxe d'habitation qui avoisinerait 7 700 000 euros. Donc je pense qu'on peut toujours rêver, mais là, il risque de s'appliquer un coefficient correcteur et il m'étonnerait que ce soit cette multiplication-là qui soit faite. Donc on sera en attente de ce coefficient correcteur. On va simplement espérer par contre qu'on ne soit pas sur une perception de TVA à hauteur de 100 milliards d'euros, auquel cas, si on multiplie 100 milliards par notre coefficient, on aura 4,5 millions au lieu des 5,6 millions de cette année. Et là aussi, peut-être s'appliquerait un coefficient correcteur, mais c'est quand même pas souhaitable.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, merci. Alors, ça, vous vous souvenez de la fameuse phrase du président Macron, c'était le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'était pour alléger les impôts de production de nos entreprises parce qu'elles souffrent par rapport à la concurrence internationale, qui n'ont pas ce type d'impôt, ou du moins il est beaucoup plus léger que celui que nous avons en France. Donc la première année, l'objectif et la décision, c'est une baisse de 10 milliards d'euros dès 2021. Pour ça, ces 10 milliards d'euros, où on va les trouver? On va prendre le produit de la CVAE. Alors, comme vous avez le lexique, je fais avec les acronymes. Le produit de la CVAE des régions à hauteur de 7 milliards 25. Et on va prendre sur les blocs communaux une part de CFE à hauteur de 1 milliard 750 millions et de taxe foncier bâti à hauteur de 1 milliard 54. Donc, tout va être entièrement compensé. Les régions vont être compensées par de la TVA et nous, les communautés de communes, on va être compensés par une attribution en fait de compensation à hauteur de ce que nous percevions, auparavant. Donc, ce sera neutre pour ce qui concerne notre communauté. Encore la réduction des impôts de production sur l'élargissement des dispositifs d'exonération fiscale, favoriser le développement d'entreprises. Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, en cas de création ou d'extension sur le territoire de Caux Val d'Or, pour les entreprises de moins de 11 salariés et les communes de moins de 2000 habitants, l'exonération vaut pendant 5 ans. C'est le régime de droit en zone de revitalisation rurale. Pour les communes de plus de 2000 habitants, l'exonération est pendant 3 ans. Et ça, c'est un dispositif Caux Val d'Or. Toutes les communautés de communes n'ont pas forcément ce même dispositif. Pour les entreprises qui n'entrent pas dans ces dispositifs, donc qui ont plus de 11 salariés par exemple, la loi de finances offre la possibilité de prolonger de 3 ans, soit 4 ans au total, sur une délibération du conseil communautaire. Donc là, c'est une décision politique majeure qui ne peut pas se prendre à la légère et il faudra bien y réfléchir, notamment au niveau de la commission finances, et nous aurons à travailler là-dessus, en même temps qu'on travaillera aussi avec l'observatoire fiscal, avec la DGFiP, parce qu'il faut qu'on ait une vision assez précise de l'évolution, on le verra tout à l'heure, de nos bases fiscales et des conséquences, mais surtout, et je vais vous prendre pour votre compréhension ce qui nous est arrivé cette année avec l'agrandissement d'Ambros. Vous savez que l'agrandissement d'Ambros va amener une manne supplémentaire en termes de CFE de 1 milliard d'euros. Si nous prenions, ou si nous avions pris la décision, j'ai dit quoi? 1 milliard? Non, excusez-moi, non. Oui. Bon, 1 million d'euros. Mais vous aviez rectifié. Si nous avions pris la décision d'exonérer pendant 4 ans, bien évidemment, cette recette fiscale, il aurait fallu l'attendre. Alors, quand je dis que c'est une décision politique majeure, c'est parce qu'il faut qu'on trouve l'équilibre entre les besoins de notre fiscalité, mais aussi la façon dont on va accompagner le développement économique de nos entreprises. Donc, ce n'est pas une réflexion qui doit se faire à la légère et on aura à y travailler sérieusement en commission finances. La DGF, donc vous vous souvenez que la DGF, elle est composée de la dotation de compensation et de la dotation d'interco. La dotation de compensation, vous savez qu'on participe à l'effort de réduction des dépenses et du train de l'État. Le montant de l'écrêtement annuel en 2015, il était de 119 millions, en 2016, 103 millions 8, en 2017, 146, etc., pour être en 2021 de 84 millions d'euros. Donc cette dotation, elle est à la baisse et on le voit sur l'histogramme orange pour notre communauté de communes. Par contre, la dotation d'interco, la réforme de 2017 a été profitable à Caux Val d'Or quand on s'est réunis. Effectivement, on est rentré dans un cadre qui nous a permis d'avoir des dotations complémentaires. Et si vous vous souvenez, pendant les années 2016, 17, 18, on était sur un coefficient d'intégration fiscale qui était fictif. Et il était fictif à 0,36, ce coefficient-là, et à partir de 2019, il est passé à 0,47.
ce qui avait fait une grosse augmentation. Mais comme l'augmentation ne pouvait être que de 10% par rapport à l'année précédente, on a été obligé de lisser cette augmentation sur 3-4 ans. Et c'est pour ça que vous voyez l'histogramme bleu à partir de 2019 qui augmente. 2020, il augmente encore. 2021, il augmente encore pour arriver à son niveau où il va rester, puisqu'on aura rattrapé le retard entre les 0,37 et les 0,46, 0,36, 0,47. Voilà. Donc, on a encore pour l'année 2021 un effet compensateur entre la baisse de notre dotation de compensation. La dotation d'Interco compensera, et un peu plus, la baisse de la dotation de compensation. Pour la DCTRP, donc là, le bloc communal est épargné par l'écrêtement en 2021. C'est-à-dire, on a touché de mémoire, on a touché 226 000 euros en 2020 et on touchera toujours 226 000 euros en 2021. Ça, c'est la dotation de compensation pour la réforme de la taxe professionnelle. Alors, l'esquisse des résultats, c'est le deuxième point. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette première partie du ROB. Non. S'il n'y en a pas, donc, on va esquisser les résultats du compte administratif. Donc, sur le résultat de fonctionnement, en dépenses de fonctionnement par chapitre, vous avez le compte administratif 2019 et le compte administratif 2020. Alors, je prends ma feuille, comme ça j'y verrai mieux moi aussi. Donc, sur les charges à caractère général, vous voyez qu'il y a une baisse entre 2,9 millions et 2,7 millions. Ça, vous le savez, c'est dû notamment à la crise Covid, avec la fermeture des gymnases, avec la fermeture des piscines, au fait que des projets qui étaient dans les tuyaux ne se sont pas faits et que donc on a des baisses de frais de bureau d'études. Et tout ça a fait qu'on a des dépenses moindres à hauteur de 6,06%. Sur les charges de personnel, on est passé de 5,49 millions à 5,740 millions. Ça, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est suite à l'audit et aux réorganisations des services. On fera un peu plus tard un petit focus sur le personnel. Sur les charges de gestion courante, là, on est passé de 5 millions à 5,5 millions. Alors là, vous trouvez, ici, c'est là qu'on trouve le SDIS, c'est là qu'on trouve toutes les subventions que l'on donne aux associations sportives, culturelles, à Coraldex, à l'Office du tourisme aussi, le CIAS. Et l'augmentation de 5 millions 60 à 5 millions 500, c'est essentiellement dû à la GEMAPI à hauteur de 280 qui est rentré ici. Notre contribution au SDIS a augmenté de 50%. Notre contribution aussi au PETR et à l'autre numérique a un peu augmenté aussi. On a eu quelques subventions exceptionnelles, par exemple les 23 000 euros que l'on a donnés pour le tour d'Occitanie. Donc le Marais Bonnefond aussi, auquel on a Bonnefond, non, c'est pas Bonnefond, c'est le Bonnefond, auquel on a donné 20 000 euros supplémentaires. Donc ce qui explique l'écart de 9% entre les 5 millions et les 5,5 millions. Sur les charges financières, ça c'est donc les intérêts d'emprunt qui ont été relativement stables, 10 000 euros de plus. Sur les charges exceptionnelles, elles sont passées de 203 000 à 657 000. Ça, c'est, de mémoire, il y a 240 000 euros de bons d'achat, la première tranche. On a ici, on va trouver les 100 000 euros de l'abattoir de Saint-Céré, l'aide à l'abattoir de Saint-Céré. On va trouver 70 ou 80 000 euros de prime Covid et 85 000 euros aussi sur la subvention d'un budget annexe suite à la vente d'un bâtiment sur la zone de la Perrière et une écriture comptable qui arrive à une somme de 85 000 euros. Donc une augmentation bien sûr de 222%, qui ne veut pas dire grand-chose, mais entre autres une augmentation de 450 000 euros qui est justifiée par ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur les atténuations de produits, c'est relativement stable. Là, ce qu'on y trouve, ce sont les accès vers les communes, à un peu plus de 3 millions. On trouve aussi 2 millions de FNGIR et taxes de séjour, essentiellement sur ce poste-là. Et les amortissements sont les amortissements. Ce qui fait qu'au total, nous avons des dépenses de fonctionnement qui sont passées de 21 100 000 à 22 900 000
soit une augmentation de 8,10%. Maintenant, on va regarder nos produits. Donc, les produits de service, là, vous avez la contrepartie en fait, de la fermeture des gymnases, des piscines, etc. Puisque s'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas non plus il n'y avait pas de ressources, de recettes pour les piscines et pour les cinémas. Donc, il y a une baisse de 16%. Sur la fiscalité, alors là, il faut dire qu'on ne s'y attendait pas trop, d'où l'intérêt d'avoir cet observatoire fiscal, puisque quand même, on passe de 17,5 millions à 18,7 millions, donc pratiquement 1 million d'euros de différentiel, ce qu'on n'avait pas intégré, par exemple, rappelez-vous, dans la première prévision que je vous avais fait au mois d'août, puisqu'on restait sur une fiscalité relativement neutralisée. Là-dessus, si vous voulez, où on le trouve ce million, on a touché 300 000 euros de CFE supplémentaires, 200 000 euros de CVAE, 100 000 euros de TASCOM en plus, il y avait 280 GEMAPI qui reviennent là et 50 sur la taxe d'habitation. Voilà, donc on a besoin de faire cet observatoire fiscal pour avoir une fiabilité sur ces évolutions-là, de façon à ce qu'on puisse optimiser la fiabilisation de notre plan pluriannuel en fonction des impacts de la fiscalité qui, vous le voyez, ne sont pas neutres. D'une année sur l'autre, 1 million d'euros. Donc, dans ce sens, on les prend, bien évidemment, et ça fait du bien, mais on a besoin de les maîtriser mieux que ça. D'où l'observatoire et puis le logiciel aussi que l'on a acté pour avoir aussi les outils nécessaires à une bonne gestion pour une communauté de communes comme la nôtre. Pour ce qui est des dotations, elles sont restées relativement stables. Donc là, on trouve la DGF à hauteur de 2,9 millions, on trouve la CAF aussi à hauteur d'1 million d'euros, dont 550 000 pour le contrat enfance-jeunesse, puis des allocations de compensation à hauteur de 600 000 euros, et la DCRTP, dont je vous parlais tout à l'heure, à 226 euros, plus des récupérations de TVA qu'on fait aussi sur le fonctionnement à hauteur de 80 000 euros. Voilà, mais vous voyez que c'est resté relativement stable. Les 66 000 euros d'augmentation proviennent essentiellement de l'impact dynamique, justement, de la DGF dont je vous parlais tout à l'heure, entre notre dotation de compensation et la dotation. Et il y a aussi eu, pour être encore plus précis, les 20 000 euros de récupération sur l'achat des masques, que vous trouvez ici. Je passe sur les produits financiers. Les produits exceptionnels, 179 000 euros, c'est des cessions de terrain et essentiellement la vente à hauteur de 80 000 euros de la maison en face le centre culturel et social de Biars-sur-Cère. Les atténuations de charges, je passe, et les amortissements aussi. Ce qui fait que nous avons en recette de fonctionnement sur le CA 2019, 24 millions 8 et 25 millions 6 sur le CA 2020, soit une augmentation de 3,24%. Donc, il faut rapprocher évidemment de notre